nous faisons donc comme ça des conférences sur des thèmes concernant l'Europe, et à chaque fois concernant l'Europe, et aujourd'hui la décentralisation en Europe, avec le professeur Nicolas Cada. Alors Nicolas Cada, je le connais depuis un certain temps, je crois, et qui est donc professeur agrégé de droit public à la faculté de droit. Il est aussi directeur d'un centre de recherche tourné vers l'administration publique et les droits de l'homme, co-responsable d'un master sur l'administration et l'action publique, auteur de plusieurs ouvrages, dont certains je les ai sous la main, ouvrages sur les collectivités territoriales dans l'Union européenne. Et puis nous venons de sortir ensemble un livre sur les institutions administratives. Donc c'est un bon connaisseur de l'administration française, aussi bien de l'administration centrale que de l'administration territoriale, de l'administration déconcentrée, les préfets, de l'administration décentralisée. À plusieurs occasions d'ailleurs, il est intervenu dans le cadre des travaux de la métro aussi sur les questions d'intercommunalité. Et donc, merci d'être là avec nous. Vous étiez d'ailleurs déjà venu dans le cadre de l'UPEG à une autre conférence. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une photo sur la liste des conférences de l'UPEG avec des responsables politiques locaux, la dernière conférence qui avait été sous cet angle. Alors, c'est bien de nous parler de l'Europe décentralisée parce qu'on parle beaucoup de choses sur l'Europe, parfois en ce moment un peu en négatif. Mais qu'est-ce que cela veut dire, cette Europe décentralisée ou cette décentralisation en Europe? C'est à lui de choisir. Et merci en tous les cas d'être venu. Je vais aller au... Bien, merci Henri pour cette présentation. Vous êtes un très bon attaché de presse. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'intervenir il y a 2 ans, je crois, 2 ans et demi à peu près. Et que c'était un plaisir d'intervenir devant un public qui n'est pas forcément toujours connaisseur de manière précise de ces questions, mais qui s'y intéresse, puisque vous êtes là, c'est pour s'y intéresser, évidemment. Et moi, ça m'intéresse aussi d'échanger avec vous, d'avoir votre vision un petit peu de ce qu'est la décentralisation et de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. J'en discutais avec Marielle tout à l'heure en disant que l'Europe ne passionne déjà pas les foules par elle-même. Enfin, c'est pas à vous qu'il faut que je dise ça, mais en tout cas, on a du mal à mobiliser sur le thème de l'Europe, on a du mal à mobiliser sur le thème de la décentralisation, donc je trouvais que les organisateurs avaient fait un gros risque en associant les 2 termes. Ceci étant, le risque, à mon avis, est calculé, et je vais essayer de présenter les choses de la manière la plus synthétique et la plus claire qui soit. Si j'ai bien compris, on a un temps d'échange aussi ensuite, donc n'hésitez pas si par moment je ne suis pas clair ou si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur certains sujets. Ce que je vais dire là, je l'ai eu l'occasion de le dire dans un cours de 24 heures, donc vous voyez qu'en 1 heure, je ne vais pas pouvoir aller aussi loin que ce que je souhaiterais, évidemment. Alors, la décentralisation en Europe, je vais partir finalement de travaux que j'ai eu l'occasion de mener avec d'autres chercheurs, si ça marche, oui, ça marche, dans le cadre d'un groupe de recherche européen qui a travaillé sur le rapport. Il y a eu un premier rapport mondial sur la décentralisation qui a été publié en 2006-2007, il me semble, et on avait en charge, mes collègues et moi, la partie justement européenne de la décentralisation. Et finalement, fondamentalement, le paysage n'a pas énormément évolué depuis 2006-2007, à la marge un petit peu, mais je pense que ce qu'on a écrit à l'époque est encore valable aujourd'hui en termes de doctrine, de trame générale. L'idée, et ça commence par une faute d'orthographe, donc ça commence très mal, j'ai horreur de ça, mais bon, donc je la corrige immédiatement. Un accord général au masculin, évidemment, accord général sur de grands principes, mais une réalité qui s'impose, qui est la diversité des organisations territoriales. Quand on regarde les choses de plus près, quand on regarde les 28 États qui composent l'Union européenne, on s'aperçoit effectivement que leur organisation est très diversifiée et qu'on va avoir du mal, a priori, à trouver des points communs, des points de convergence entre eux. Ceci étant, on va très vite trouver des points communs, des points de convergence entre eux. Par exemple, partout en Europe, on connaît le niveau communal.
et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête au moment où on nous parle beaucoup d'intercommunalité en France, et on en parle aussi ailleurs chez nos plus proches voisins, le niveau communal et le niveau de droit commun qu'on va retrouver partout en Europe. Donc c'est aussi un élément commun à tous les États. Et au-delà de ce premier élément commun, il y a un deuxième élément commun, c'est que tous les États se reconnaissent autour de grands principes. Alors ce n'est pas de l'organisation territoriale au sens concret, matériel, institutionnel, mais il y a des grands principes auxquels tous les États adhèrent, et notamment ça passe, puisqu'il y a quelques juristes dans la salle, donc je le précise quand même, ça passe aussi par le fait que les États ont ratifié, ou certains vont ratifier, une charte européenne de l'autonomie locale qui date quand même de 1985, donc on va avoir bientôt 30 ans d'historique pour cette charte, et cette charte, elle est porteuse de principes communs en termes d'autonomie locale. Alors bien sûr, elle n'impose pas, elle n'indique pas quelle est l'organisation à retenir, mais elle dresse un certain nombre, je le disais, de principes qui vont finalement être respectés par chacun des États. Ceci étant, donc, on a une Union européenne aussi qui va... alors c'est le cas de la charte, mais on va le retrouver par d'autres voies. Une Union européenne qui, ce n'est pas dans son champ de compétences, qui ne va pas intervenir directement sur l'organisation des États, qui n'est pas appelée à intervenir, à qui on ne demande pas d'intervenir, mais qui, par le jeu de référence, soit dans les traités, soit dans le droit communautaire dérivé, et plutôt d'ailleurs dans des politiques communautaires, et j'aurai l'occasion peut-être de redétailler la politique de cohésion, qui va inciter, dessiner un modèle un petit peu d'organisation pour les États, en les incitant à s'organiser de telle ou telle manière pour bénéficier des fonds européens, ou pour pouvoir tout simplement dialoguer avec ces collectivités décentralisées. L'Union demande, n'exige pas, mais incite, demande aux États membres une telle organisation afin de mener à bien ces politiques. Vous savez, si vous avez l'occasion de suivre les conférences de l'UPEC, que l'Union en tant que telle n'a pas d'administration proprement dite, très peu, l'administration bruxelloise, comme on l'a dépeint, est assez faible en taille, en poids, mais elle repose donc cette union sur les administrations des États membres, mais aussi sur les administrations décentralisées, pas seulement les administrations centrales ou décentralisées. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir aussi, mais l'Union européenne donc, accompagne les États dans leur décentralisation par des textes qui sont plutôt incitatifs, ou des politiques qui sont incitatives, qui n'imposent rien, mais qui permettent une certaine convergence. Alors, ceci étant, c'est un peu l'exercice de ce soir, c'est un petit peu ce qui m'était demandé. Il faut quand même que je trouve des points communs entre les 28 États membres, parce que si la conclusion qui s'impose c'est qu'il n'y a pas de points communs, on peut tous rentrer chez nous. Il y a des points communs, il y a des éléments de convergence qui sont intéressants, il y a notamment des tendances communes, et je structurerai justement mon propos en 3 temps, ce qui prouve bien qu'on n'est pas ici dans une conférence de droit, à proprement parler. 3 points. Un premier point qui portera plutôt sur l'organisation territoriale. On s'aperçoit que tous les États européens ont réformé ou réforment encore leur collectivité décentralisée, leur organisation territoriale. C'est toujours à l'ordre du jour. Alors ça fait maintenant 20 ans, voire 30 ans que c'est à l'ordre du jour, mais c'est encore et toujours à l'ordre du jour. Et il n'y a pas un État qui ne s'interroge sur son organisation territoriale. Rien n'est figé dans aucun des États membres. La deuxième grande tendance en la matière, c'est en matière d'organisation territoriale, au-delà du fait que la réforme soit en quelque sorte permanente. La deuxième grande tendance, c'est l'idée, mais sur laquelle peut-être que le professeur Schneider débattra avec moi sur ce sujet, par exemple, parce que je sais qu'elle a écrit sur cette question il y a quelques années, mais c'est l'idée qu'il y aurait une Europe des régions. C'est que Henri Oberdorf aussi est attaché à cette idée. Cette régionalisation qui sera à l'œuvre dans l'Union européenne, c'est pas aussi évident que ça. Cette régionalisation n'existe pas partout et elle ne recouvre pas partout la même réalité. La notion de région en tant que telle ne signifie pas la même chose partout. Donc méfiez-vous de l'idée de région de taille européenne, l'idée qu'en France il faudrait des régions de taille européenne. Ça ne veut rien dire, il n'y a pas de région de taille européenne, il n'y a pas de standard européen.
européen en la matière, me semble-t-il. Enfin, partout en Europe, on s'intéresse à la gouvernance, à la gestion, au gouvernement des ensembles urbains. Et ça, c'est aussi nouveau, peut-être parce que le fait urbain a mis du temps à être pris en compte partout en Europe, mais toutes les grandes capitales, et au-delà des capitales, les grandes cités, les grandes villes européennes s'interrogent, et les États s'interrogent sur les modalités de gouvernement de ces espaces urbains. Ça, c'est un trait commun aussi en matière d'organisation territoriale. Deuxième point que je développerai, c'est en ce qui concerne, mais rapidement, ce qui concerne la gestion et les compétences dévolues aux collectivités, parce que c'est bien bon d'avoir des structures locales, mais si elles n'ont ni compétences ni moyens d'action, ou si elles sont gérées de manière centralisée, on ne pourra pas à proprement parler de décentralisation, j'y viendrai. Et enfin, un troisième point qui porte plutôt sur les institutions et la démocratie locale. On s'aperçoit là aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments communs, de tendances communes, sur la manière de gouverner, si j'ose dire, localement. Alors, ça relève plus de la science politique ou de la science administrative que du droit. Il y a des évolutions dans les pratiques de politique locale, des évolutions aussi dans les participations électorales au niveau local, qui sont à peu près communes à tous les États européens. Et c'est intéressant de voir que la France, de ce côté-là, n'a pas de spécificité particulière, elle s'intègre bien dans ce schéma général. Donc, premier point, en ce qui concerne l'organisation territoriale. Finalement, on peut définir différents niveaux d'organisation territoriale. Je vais tout de suite passer à la diapositive suivante parce qu'elle est peut-être plus claire. Si tant est que il y a un mauvais reflet. Je ne sais pas comment. Vous arrivez à être coupé des lumières. Oui, mais comment? On va trouver comme d'habitude, là il faut toujours éteindre ici. Voilà, c'est peut-être mieux. Alors, si vous ne voyez pas précisément dans le détail, ce n'est pas grave. L'important, c'est de comprendre qu'on peut classer les États. Et vous voyez qu'en les classant, évidemment, on va aboutir à des catégories, mais ça vous montre aussi qu'il n'y a pas d'homogénéité en la matière. On va distinguer traditionnellement ce qu'on appelle les États unitaires. Et ça me permet, d'entrée de jeu, de rappeler que les États européens ne sont pas organisés politiquement déjà de la même manière. La plupart des États européens sont unitaires, mais d'autres, on va les dire composés, comme on pourrait les dire fédéraux ou régionalisés. Je les mettrai dans la même colonne. Donc la colonne de droite concerne les États composés, États fédéraux ou États régionalisés. Ça veut dire des États qui, en leur sein, acceptent des organisations politiques de niveau régional, on peut dire, de niveau fédéré. Ce n'est pas de la décentralisation, on est sur de la fédération, du fédéralisme, ou une régionalisation très poussée. C'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est l'Italie aujourd'hui, c'est l'Espagne qui est régionalisée, c'est la Belgique. Il y a un certain nombre d'États comme ça, je crois que je les ai tous cités, le Royaume-Uni aussi, qu'on pourrait rajouter maintenant. Des États qui acceptent un degré tel d'autonomie locale que ça remet en cause l'unité même de l'État et qui acceptent de transférer un certain nombre de compétences à ces entités locales. Mais, encore une fois, on n'est pas dans de la décentralisation à ce niveau-là. On va retrouver de la décentralisation quand même dans ces États, mais dans le niveau fédéré. Les Länder allemands sont, chaque land allemand est décentralisé, les Länder autrichiens aussi, les communautés autonomes aussi, espagnoles, connaissent la décentralisation. On va retrouver de la décentralisation à l'intérieur des structures fédérées. À côté de ces États composés, vous avez des États unitaires, sur le modèle... On connaît bien le modèle français, mais pas uniquement le modèle français. Et ces États unitaires connaissent aussi tous la décentralisation. À des degrés divers, on va y venir, mais tous connaissent la décentralisation. Alors quand je dis qu'ils la connaissent à des degrés divers, et c'est l'intérêt du tableau, c'est de voir que certains sont structurés à un seul niveau de collectivité décentralisée, un seul niveau qui va être toujours le niveau communal. Alors, soit parce que pour des raisons historiques, soit pour des raisons géographiques, que les petits États n'éprouvent pas le besoin forcément de se structurer en 2-3 niveaux territoriaux. D'autres, c'est le modèle dominant, et c'est ce à quoi je voulais venir. Le modèle dominant, c'est un modèle de structuration à 2 niveaux, au niveau territorial. Mais dominant, tout est relatif, quantitativement. Et enfin, on a un modèle à 3 niveaux sur le modèle français, la France par exemple, la Pologne, où on
pouvoir retrouver commune, département, région. 3 niveaux de collectivité territoriale. Et encore, je mets de côté, encore une fois on y reviendra, des niveaux qui ne sont pas reconnus comme étant des collectivités territoriales, mais que vous connaissez comme rajoutant un niveau supplémentaire d'administration. Je pense aux intercommunalités ou encore aux pays, si tant est qu'il en reste quelques traces dans le paysage administratif. Donc, on a traditionnellement un modèle dominant à 2 niveaux d'administration, mais le fait est que depuis une dizaine d'années, tous les États complexifient, enrichissent ce panorama, vont plutôt vers 3 niveaux la plupart du temps, avec des compétences plus ou moins poussées pour le niveau régional, avec une élection plus ou moins directe des organes dirigeants. Et ça complique évidemment et ça rajoute encore à la diversité. Ceci étant, je l'ai dit en introduction, partout on trouve une collectivité de base qui va être la commune. C'est un élément constant parce que finalement c'est le niveau traditionnel de démocratie locale, le niveau le plus ancien qu'on connaisse. C'est aussi un niveau un peu idéalisé, on aura l'occasion d'y revenir, le niveau communal. Quand on pense démocratie locale, on imagine d'abord le petit clocher, le village, la place où tout le monde discute et décide librement des décisions à prendre. En réalité, ça ne correspond pas du tout à ça. Il y a des clochers, il en reste, mais la plupart des Européens habitent désormais en milieu urbain. Et en milieu urbain, la commune, la structure communale est évidemment une structure largement dépassée par rapport à la réalité des politiques publiques à mener. Mais même si la structure est dépassée par rapport à la réalité des politiques publiques à mener, elle subsiste et partout, sauf quelques contre-exemples, je pense notamment à Londres, mais partout vous retrouvez sinon le niveau communal et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Ensuite, au-delà de ce niveau communal comme élément commun, on va avoir des niveaux intermédiaires qui ont des fonctions assez variées. Alors le niveau intermédiaire en France, c'est le département. Ce qu'on va appeler le niveau intermédiaire, en France, c'est le département. Ailleurs, ça ne va pas s'appeler nécessairement département, ça peut être la province, en Espagne, ça peut être, je ne sais pas moi, le Kreis en Allemagne, différents niveaux d'intervention, mais intermédiaires parce qu'entre le niveau communal et l'État, ou entre le niveau communal et la région. Et historiquement, encore une fois, ces niveaux intermédiaires, ils ont été conçus partout en Europe, ils ont été construits, ils ont été mis en place par l'État. C'est toujours l'État. Alors vous allez me dire, c'est vrai pour toutes les collectivités territoriales, elles n'existent que si l'État veut bien qu'elles existent. Mais reprenez l'exemple de la commune. Les communes se sont imposées parce que la plupart du temps, c'était les communautés d'habitants qui préexistaient aux États. Alors que les provinces, les départements ont été imaginés, inventés par les États, souvent pour contrôler leur territoire. Alors le modèle évident en la matière, c'est le modèle français napoléonien, mais qu'on a exporté, ou que Napoléon a exporté ou imposé par la force dans tous les États qu'on a pu occuper. Et c'est un modèle qui s'est diffusé bien au-delà des régions qui étaient occupées d'ailleurs par Napoléon, un modèle qu'on a exporté aussi en tant que modèle d'organisation et qui a convaincu un certain nombre d'États. Mais mesurez bien la différence de nature et la différence de fonction, surtout entre le niveau communal, encore une fois, qui est conçu comme un niveau de base de démocratie, et le niveau intermédiaire, qui lui est conçu plutôt comme un niveau d'intervention pour l'État ou un niveau, un cadre administratif dessiné par l'État, soit pour contrôler le territoire, soit pour mettre en œuvre ses politiques. Ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ce niveau n'a pas pris son autonomie vis-à-vis de l'État. Encore une fois, prenez l'exemple des départements français. Les départements français qui sont créés à la Révolution française pour lutter contre les anciennes provinces, pour couper, pour tuer les anciennes provinces, mais qui aujourd'hui, départements français, qui aujourd'hui ont un tel enracinement politique et une telle histoire qu'on a le plus grand mal à les faire disparaître, si tant est qu'on peut les faire disparaître, bien sûr. Mais il y a un attachement, alors sans doute d'abord des élus, mais aussi des habitants au département qui a su faire la preuve, et surtout par les compétences exercées, qui a su faire la preuve de sa pertinence. Niveau intermédiaire,
qu'on va retrouver donc partout et qui va déboucher sur ce que l'on peut appeler l'émergence d'un niveau régional, intermédiaire entre l'État et le niveau local. La région, alors je reviens sur ce que je disais en introduction, l'idée qu'il existe un modèle régional en Europe, qu'il existe une Europe des régions, ce qui sous-entendrait que tous les États européens connaissent la région et le même type de région, à mon avis est une idée un petit peu trompeuse ou un petit peu, en tout cas sur laquelle il faut revenir. Même si elle était séduisante à une époque, elle était séduisante aussi parce qu'elle laissait espérer, si on est européen convaincu, voire fédéraliste, elle laissait espérer à terme un amoindrissement des États et une mise en exergue et une valorisation du niveau régional. Et une Europe des régions, ça a laissé penser une Europe des entités régionales qui se gèrent et qui sont fédérées. Alors, pourquoi je dis qu'il faut se méfier un peu de cette idée, même si elle est séduisante, c'est que, encore une fois, certains États ne connaissent pas le niveau régional, et la preuve, nous juristes, quand on veut définir la région, on va dire que c'est le niveau directement inférieur à l'État, parce qu'on ne sait pas la définir autrement, la région. On va dire que le niveau régional, c'est le niveau directement inférieur à l'État. Et du coup, dans certains États, c'est l'équivalent de départements ou de grandes intercommunautés à voir. Donc déjà, on ne retrouve pas partout l'équivalent d'un niveau régional. Ensuite, ce niveau régional, quand il existe, n'a pas le même poids, n'a pas le même poids sur le plan budgétaire, n'a pas la même superficie d'un point de vue géographique, n'a pas la même relation avec l'État central ou avec les autres systèmes territoriaux. Bref, s'il y a bien un niveau qu'il est difficile de comparer, c'est le niveau régional. Et pourtant, je suis d'accord avec ça, c'est un constat qui s'impose, et pourtant c'est le niveau que valorise et que reconnaît le mieux l'Union européenne, que reconnaissent le mieux surtout les institutions européennes, et principalement la Commission, mais aussi le Conseil ou le Parlement. On va parler du comité des régions, par exemple. C'est trompeur, parce que dans le comité des régions, il ne siège pas que des représentants des régions. Vous avez des représentants des provinces, des représentants des communes, mais on va appeler comité des régions. Dans les traités, on va parler de politique régionale ou d'aide aux régions les plus en retard de développement. Donc c'est un terme générique, pratique pour les institutions européennes, mais pour lequel on a finalement le plus de difficultés à trouver un contenu commun. Et c'est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de cohésion, qu'on a appelé à une époque politique régionale ou politique de fonds structurels, la politique régionale intitulée le prouve bien, la politique de cohésion, telle qu'elle s'appelle aujourd'hui, nécessite un découpage régional pour pouvoir être mis en œuvre. Parce que c'est dans un cadre régional c'est au niveau régional qu'on va identifier si le territoire légitime, selon des critères plus ou moins objectifs, mais censés être objectifs, si ce territoire-là est légitime pour obtenir des financements européens ou pas, en complément des financements nationaux, pour aider à se développer. Donc c'est un cadre un peu de référence qu'il faut utiliser aussi de manière un peu statistique pour comparer les territoires entre eux. Et il ne faut pas lui faire dire plus que ça, parce que d'un point de vue politique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue financier, ça n'a pas la même signification partout. Alors je continue, parce que le temps passe. On a l'occasion de revenir si nécessaire. Ça ne marche plus, si ça marche plus. Alors, sur les moyens d'action, deuxième élément, sur les compétences, sur la gestion, sur les finances. C'est bien beau de se proclamer décentralisé. Vous avez un certain nombre de constitutions européennes qui proclament, et au-delà de l'Europe, c'est vrai aussi d'ailleurs, qui proclament le principe d'une décentralisation. Mais si ces collectivités qui sont annoncées par la Constitution, vous ne leur donnez pas corps, vous ne leur donnez pas d'existence réelle, cette décentralisation n'est que formelle, n'est que théorique. Alors, là, on a effectivement, comme toujours, un vrai décalage entre la théorie et la réalité, ou la théorie et la pratique. En théorie, si je veux de la théorie, c'est très simple, en tant que juriste ou en tant que citoyen européen,
je vais lire la Charte européenne de l'autonomie locale. Et là, j'ai de la théorie sur ce que doit être la décentralisation. Et si je me reporte à la Charte européenne de l'autonomie locale, on me dit que il y a des compétences à exercer au niveau local et que ce sont ces compétences à exercer au niveau local qui vont déterminer le niveau des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses correspondantes à ces compétences. Donc c'est logique. Je veux exercer une compétence, ça va de soi. Compétence à exercer au niveau local, je ne sais pas, l'action sociale, la sécurité, l'urbanisme. J'évalue le montant engrangé par cette compétence, le montant de dépenses, et en face, en quelque sorte, dans la colonne d'en face, je mets les ressources correspondantes. Autrement dit, on a des ressources financières des collectivités qui, selon la charte toujours de l'autonomie européenne, l'autonomie locale, pardon, des ressources financières des collectivités qui doivent être proportionnées aux compétences que ces collectivités doivent exercer. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne se passe pas comme ça. En pratique, les finances locales, les ressources des collectivités locales, sont bien sûr guidées quand même par les compétences exercées, et c'est surtout le fruit de l'histoire des finances publiques de chaque pays, c'est le fruit aussi de l'histoire administrative, c'est le fruit de relations comment dire, de négociations, même si ça ne prend pas ce nom-là, entre les élus locaux et le pouvoir central, ou entre les collectivités locales et le pouvoir central. Et ça, c'est valable partout en Europe. Ce principe d'autonomie financière comme base de l'autonomie locale, qui est rappelé par l'article 9 de la Charte de l'autonomie locale, ce principe, il est, dans les faits, loin d'être respecté en pratique. Alors, plus concrètement, si je regarde, par exemple, les dépenses des collectivités locales, quelques éléments pour vous montrer aussi que c'est la diversité des situations en Europe. Un autre tableau qui sera peut-être parlant de ce point de vue-là. Vous avez tous les États européens, et même un peu plus au-delà, hein, c'est la Grande Europe là, qui est représentée. L'idée, c'est de mesurer le niveau de dépenses locales par rapport au produit intérieur brut. Je prends le produit intérieur brut de chaque État et je regarde à combien s'élèvent les dépenses publiques locales. Et c'est un indicateur qu'on a pensé intéressant et pertinent pour mesurer le niveau de décentralisation. Après tout, plus il y a de dépenses publiques locales, plus il y a de décentralisation. C'est l'approche financière, mais c'est un critère comme un autre pour évaluer ce niveau de décentralisation. Alors pour ceux qui sont au fond, même pour ceux qui sont debout, enfin devant, mais qui n'y voient pas forcément très bien parce que le tableau est un peu compact, on a un taux qui va de 33% pour le Danemark. Donc 33%, ça veut dire que les dépenses publiques locales de Danemark représentent 33% du produit intérieur brut. C'est 33% du produit intérieur brut. Et puis après on descend progressivement. La France, c'est à peu près au milieu du tableau, 11%. Et puis on arrive jusqu'à des petits États en taille, hein, je parle Chypre, Malte, on est à moins de 2%. C'est logique, Chypre et Malte, la décentralisation, surtout la décentralisation communale. La Grèce qui est à 3%, le Luxembourg, bon, il y a différentes explications à cela. Deuxième tableau qui me semble intéressant pour essayer de mesurer, deuxième critère possible pour mesurer le niveau de décentralisation, c'est un tableau relatif à l'investissement public local. Donc on a procédé de la même manière, en se basant sur des chiffres de Dexia. On prend le pourcentage donc, des dépenses publiques locales d'investissement en pourcentage du produit intérieur brut. Ça nous permet de voir si les collectivités décentralisées ne font que de la gestion administrative ou si elles investissent aussi, et si elles investissent beaucoup ou pas beaucoup par rapport au PIB. Alors, la France, de ce côté-là, se place plutôt bien, en 4e position, hein, un peu plus de 2% du PIB en termes d'investissement public local. Vous savez d'ailleurs qu'on a coutume de dire que l'investissement public en France est
à 75% par les collectivités locales. Ça se retrouve ici. Et puis, on a des États qui investissent beaucoup moins au niveau local. Par exemple, l'Allemagne. L'Allemagne est en queue de peloton, si j'ose dire. Mais pourquoi? Parce que l'investissement public se fait au niveau du land, enfin au niveau des lenders, au niveau un peu du Bund, mais surtout au niveau des lenders. Donc la décentralisation dans chaque land, en fait, c'est pas la décentralisation en Allemagne, c'est la décentralisation dans les lenders qui est, selon ce critère-là, moins poussée. Alors, je ne vais pas m'apesantir davantage sur ces critères, ils sont critiquables évidemment. Le produit intérieur brut, c'est pas non plus forcément la panacée en matière de comparaison, mais ça vous donne une idée un petit peu de la différence en termes de dépenses en ce qui concerne les collectivités. Je peux sinon me placer du côté des ressources des collectivités. Regardez quel est, pour mesurer le degré d'autonomie locale, quel est ce volume des ressources par rapport aux dépenses, ou quel est quelle est la liberté de contrôle, de définition par la collectivité elle-même du volume de ces ressources. Là encore, d'un point de vue théorique, la Charte européenne de l'autonomie locale nous dit que les collectivités doivent avoir des ressources propres suffisantes. Voilà ce que dit la Charte de l'autonomie locale. Des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement. En réalité, l'autonomie financière, cette idée d'autonomie financière, elle dépend d'un certain nombre d'éléments. On voit que, alors là encore, je vais essayer de trouver des éléments communs à tous les États, ou tous les systèmes européens territoriaux. Tous les États européens font appel à la fiscalité locale. Partout en Europe, on connaît la fiscalité locale. Partout, on connaît des transferts de diverses natures, des transferts de fonds entre l'État, les régions et les autres collectivités. Partout, on va connaître des impôts partagés. Mais ce qui va faire la différence d'un État à l'autre, c'est la part relative de ces différentes ressources. Et puis les caractéristiques les plus importantes d'entre elles. Par exemple, je vais rentrer un peu dans le détail, mais c'est à mon avis intéressant, notamment au moment où on a reçu tous nos avis d'imposition. En ce qui concerne la structure de la fiscalité locale, dans tous les pays sauf la Suède, il existe un impôt foncier. La Suède ne connaît pas l'impôt foncier tel qu'on le connaît nous. Elle réfléchit, je crois, à l'institution d'un impôt foncier, mais au jour d'aujourd'hui, elle ne connaît pas l'impôt foncier. Et l'idée, c'est que l'impôt foncier, l'idée traditionnelle, l'impôt foncier serait le plus adapté, en tout cas c'est ce qu'on nous dit aussi en France, serait le mieux adapté, le plus adapté à la fiscalité locale, parce que les bases d'imposition sont localisées. Mais pour avoir un impôt foncier qui est efficace, qui a un bon rendement, il faut un cadastre, et là encore, il y a un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas un cadastre achevé ou suffisamment opérant pour avoir un impôt foncier avec un rendement suffisamment fort. On a parfois une fiscalité locale qui repose aussi sur le revenu. Ça existe, on ne connaît pas ça en France, encore que la taxe d'habitation soit aussi modulée selon le revenu, mais a priori, on a, surtout dans les pays nordiques, la Suisse aussi, même si elle n'est pas partie mais la Suisse aussi, et surtout les pays nordiques pratiquent des impôts locaux fondés sur le revenu. Parfois, on a des impôts partagés, parfois on a un impôt additionnel sur le revenu, qu'importe, mais on connaît l'impôt sur le revenu. La moitié des États européens connaissent l'impôt local sur l'activité économique. Ce qui était notre ancienne taxe professionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution économique territoriale. La moitié des États, mais pas plus de la moitié, pratiquent un impôt sur l'activité, un impôt local, une fiscalité propre, qui repose sur l'activité économique, avec des bases d'imposition et une assiette qui varie évidemment d'un État à l'autre. Premier élément de comparaison. Ensuite, la part relative de ces impôts varie aussi d'un État à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais on va parfois avoir une valorisation de l'impôt foncier et à d'autres endroits une valorisation plutôt que l'impôt sur l'activité économique. Donc, autre approche possible, celle sur les ressources qui montre encore une fois la grande diversité existante en Europe. Troisième élément possible, c'est l'approche par les compétences. Alors là, c'est
ingérable en quelque sorte de vous présenter la répartition des compétences dans les 28 États membres en quelques minutes, c'est impossible et ça n'aurait pas de sens. Mais quelques éléments communs pour essayer d'y voir un peu plus clair. La plupart des compétences exercées par les collectivités locales en Europe sont déterminées par la loi. C'est très rare qu'on ait une répartition des compétences par la Constitution, sauf dans les États fédéraux, mais on n'est plus dans un cas décentralisé, on se retrouve ici dans un État fédéral. Mais ça existe, hein. Parfois la Constitution mentionne les compétences dévolues aux collectivités territoriales. Après, on a, d'un point de vue vraiment matériel, on a des compétences qu'on va retrouver à peu près partout au même niveau. Par exemple, la compétence urbanisme. J'ai dit qu'elle était partout en Europe au niveau communal. La compétence urbanisme, elle se retrouve partout en Europe au niveau communal. L'attribution d'aides sociales, la gestion d'institutions sociales, type maisons de retraite, crèches, etc., se retrouve aussi partout au niveau communal. La voirie, les transports publics, la distribution d'eau, l'assainissement, voilà des compétences qu'on va retrouver partout au niveau communal. Ou intercommunal, mais le niveau intercommunal n'existant et n'agissant que par délégation du niveau communal. Donc, initialement, il s'agit bien du niveau communal. C'est vrai aussi pour la question de la gestion, la construction des locaux scolaires. Les compétences qui varient le plus d'un État à l'autre, c'est justement la compétence enseignement. J'ai bien mis de côté la construction des bâtiments scolaires qui relèvent toujours des communes. Et sinon, la question de l'enseignement, la compétence enseignement, est très variable d'un État à l'autre. Nous, on sait que chez nous, elle est nationale, elle reste nationale, la compétence enseignement. Mais en Allemagne, par exemple, elle dépend des Länder. Et ailleurs, elle va pouvoir aussi dépendre de, par exemple, au Danemark, elle dépend des régions. Les régions sont compétentes pour définir un programme d'enseignement, un programme régional d'enseignement. Donc, en matière d'enseignement, on va avoir des variations. En matière de santé, le système de santé va être géré par des niveaux très variables d'un État à l'autre. Et le système de protection sociale aussi, nous aussi on raisonne avec notre système de sécurité sociale nationale, et ce n'est pas le modèle dominant du tout en Europe. Le système de prestation de protection sociale est souvent régionalisé comme le système hospitalier d'ailleurs. Des approches très différentes aussi en matière d'ordre public, en matière de police. Certains États en font une compétence classique des maires ou des autorités locales. Et puis pour d'autres, je pense à l'Allemagne, je pense à la Hongrie, je pense à la Suède, pour d'autres, c'est une compétence qui est par nature de niveau étatique, de niveau national. On accepte vraiment à la marge une décentralisation de cette compétence. Enfin, dernier point sur les moyens d'action, en ce qui concerne les capacités administratives, les moyens matériels d'action des collectivités. Là aussi, on va retrouver des différences considérables, si on regarde concrètement dans les faits, des différences considérables dans les effectifs employés par les collectivités locales. Et évidemment, c'est directement lié aux compétences exercées. Plus on décentralise, plus l'État délègue les compétences à des collectivités, plus les effectifs publics vont être locaux, les effectifs publics locaux vont être importants pour assurer ces compétences. Par exemple, c'est dans les pays nordiques, c'est même au Royaume-Uni, c'est intéressant aussi d'ailleurs, souligner, que les personnels employés par les collectivités locales représentent la plus grande part des agents publics. C'est près de 80% dans les pays nordiques. En France, on est à 25% à peu près, 25-30% des effectifs publics locaux. Pourquoi? Parce que dans ces États, la compétence enseignement, la compétence système service de santé est décentralisée. Donc ce sont des compétences qui sont effectivement, qui nécessitent beaucoup de personnel pour être mis en œuvre, enseignement ou service de santé. Les collectivités locales plutôt de l'Europe centrale et orientale affichent des effectifs moins élevés. En France, je disais 25%, c'est parce qu'en France, on a en plus la fonction publique hospitalière. Donc, ça fait 3 fonctions publiques
Donc, critères quantitatifs possibles, pour vous montrer qu'il y a des variations importantes d'un état à l'autre, mais critères qualitatifs aussi, alors je ne vais pas me prononcer sur la qualité des personnels, mais sur leur statut, sur les règles qui les régissent. En l'occurrence, j'ai une autre diapo à vous montrer, que vous verrez peut-être bien mieux. On a 3 systèmes qui cohabitent en Europe, et vous voyez que les États se partagent à peu près équitablement entre ces 3 systèmes, même si là encore on va au-delà de la seule Union européenne. Certains États européens connaissent un régime de carrière de droit public ou de droit privé, réservé aux emplois d'autorité et d'encadrement, c'est-à-dire qu'ils vont distinguer ce qu'on pourrait appeler chez nous les hauts fonctionnaires, ou en tout cas les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité ou d'encadrement, qui sont soumis à un statut particulier, et les agents d'exécution qui, eux, sont soumis, sont ce qu'on appellerait nous des contractuels, qui sont soumis au droit commun. Certains États procèdent de cette manière-là. D'autres, dont la France connaît un régime de carrière de droit public qui est d'application générale, on a un système de fonction publique, on est sur la carrière, on passe un concours, on est titulaire ensuite d'un grade, d'un cadre d'emploi, et on déroule sa carrière, si tout va bien, si on ne fait pas trop de bêtises, dans ce cadre d'emploi, et on progresse en interne, en passant éventuellement des concours. Et on pourra passer d'une collectivité à l'autre, tout en conservant le bénéfice de son cadre d'emploi. Mais, donc c'est le modèle qui pourrait apparaître comme majoritaire, mais attention, il y a des États, encore une fois, qui ne font pas partie de l'Union en tant que telle. Et enfin, un troisième système, qui est un régime d'emploi de droit privé ou de droit public, donc un régime de droit commun, où les collectivités locales emploient, comme les entreprises ou comme d'autres structures, emploient des salariés de droit commun. Donc, encore une fois, le critère quantitatif n'est pas suffisant. La qualité du travail rendu ne dépend pas directement du régime choisi, bien évidemment, ça se saurait si c'était le cas, mais on a des régimes d'emploi qui sont très différents d'un système à l'autre. J'y reviendrai s'il y a des questions ensuite. Alors là, je suis un petit peu vite. Dernier point sur la démocratie locale, de manière générale. J'aurais pu rajouter quand même, mais j'y reviendrai, le fait que les collectivités ont recours aussi à de nouvelles pratiques en termes de management et de gestion des services publics, et on recourt bien évidemment à la privatisation partout en Europe. Il n'y a pas de caractéristiques propres à certains États en la matière. Alors, sur la démocratie locale de manière générale, parce que la décentralisation, c'est aussi la démocratie locale, c'est pas que de l'organisation administrative et juridique. Partout en Europe, je pense à l'Union européenne, mais même on peut élargir au Conseil de l'Europe, aux États membres du Conseil de l'Europe, partout en Europe, les conseillers municipaux, les conseillers des collectivités territoriales de base sont élus au suffrage universel, direct, libre et secret. C'est un élément constant. Partout, le niveau communal connaît un principe d'élection directe des conseillers. Mais ça, c'est le point commun à tous les États membres de l'Union et plus largement du Conseil de l'Europe. Pour le reste, là encore, on va trouver une grande variété, notamment dès qu'on remonte au niveau intermédiaire. Certains États privilégient, au niveau intermédiaire, donc l'équivalent de notre département, certains États privilégient le suffrage indirect, c'est-à-dire que ce sont les conseils communaux qui vont élire, ensuite les membres des structures intermédiaires, des organes intermédiaires. Et on a aussi des évolutions intéressantes au niveau des exécutifs. Alors on est bientôt en période d'élection locale, vous le savez. Les listes sont en train de se constituer pour les municipales, mais une fois que les conseillers sont élus, il y a bien sûr l'élection de l'exécutif local qui va personnifier la collectivité. Et ça, c'est un élément commun aussi à quasiment toute l'Europe. Il y a une personnalisation de l'exécutif, de la collectivité. Partout en Europe, on constate cette personnalisation de l'exécutif et de l'élection au suffrage direct de l'exécutif.
L'Italie a introduit l'élection directe des maires, des présidents de province, des présidents de région. Le Royaume-Uni a introduit l'élection du maire du Grand Londres, par exemple. En Europe centrale et orientale, la plupart des États élisent, enfin la plupart des habitants élisent les maires au scrutin, au suffrage direct. Il y a quelques exceptions, bien sûr. Finalement, la France est un peu un contre-exemple en la matière, où nous, on refuse pour l'instant l'élection des exécutifs locaux, l'élection directe des exécutifs locaux. L'idée aussi, c'est que, ce que l'on constate aussi, c'est que la fonction d'exécutif, la perception de la fonction d'exécutif évolue partout. Il y a un vrai leadership politique, comme diraient nos amis politistes, qui est recherché au niveau local, soit parfois dans des questions de stratégie de carrière politique. Hein. Ça, c'est vrai en France particulièrement. Le mandat local et le mandat exécutif local est un bon tremplin pour une carrière politique longue et éventuellement nationale. C'est pas vrai partout. Sans doute là, on est victime, encore une fois, du cumul des mandats, hein, qui dénature beaucoup les fonctions exercées. Mais on va retrouver quand même, dans un certain nombre d'États, ce renforcement du leadership politique. En ce qui concerne les assemblées locales, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de ce qu'on pourrait appeler une parlementarisation de leur fonctionnement. C'est-à-dire que ces assemblées, on leur reconnaît partout en Europe davantage de droits qu'elles n'en avaient auparavant. Si parmi vous, certains ont eu l'occasion de siéger dans un conseil municipal ou d'assister, à défaut d'avoir siégé dans un conseil municipal, vous savez que le débat est souvent très verrouillé et que de toute manière le public n'a pas le droit de parler ou alors il faut interrompre la séance. Et les droits de l'opposition sont pas inexistants, je ne veux pas exagérer, mais ils sont très très relatifs. Il n'empêche que, là encore, toutes les législations nationales ont fait évoluer les droits des groupes politiques dans les assemblées locales, ont reconnu un certain nombre de droits aux groupes politiques, droit à l'information, droit à la communication de documents, droit de demander à l'exécutif de convoquer l'Assemblée, etc. Donc il y a un progrès en la matière. Après, quand je dis parlementarisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le progrès, il est à la mesure de ce que fait notre Parlement au niveau national. Hein. Donc, pas non plus en espérer. Des progrès aussi sur le statut des élus pour essayer de proposer aux élus un certain nombre de droits des élus locaux. Hein. Un certain nombre de droits et évidemment d'obligations, mais surtout ici de droits. Et le fait est qu'on constate partout en Europe une professionnalisation des élus, pas des élus, mais des exécutifs locaux, hein, les élus, les conseillers non, mais les exécutifs locaux se professionnalisent, c'est-à-dire qu'ils ont partout droit à une indemnité, ils ont partout des droits à la sécurité sociale, à la pension, et ils s'interrogent tous aussi sur le cumul, justement, des fonctions. Du côté de la participation des citoyens, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais du côté de la participation des citoyens, ce que l'on constate partout en Europe, c'est aussi la baisse de la participation des électeurs aux élections locales. Pour ceux qui sont étudiants dans la salle, on dit toujours qu'au niveau des élections, il y a l'élection présidentielle et l'élection municipale qui continuent de mobiliser un petit peu les électeurs, que les autres élections sont en baisse, enfin les autres participations sont en baisse, mais même pour les élections municipales, et même pour l'élection présidentielle aussi, le taux de participation chute. Autrement dit, ce qui pouvait conférer une sorte de spécificité au niveau local en termes de mobilisation, de conscience politique, d'intérêt pour la chose publique au niveau local, a tendance aussi à se réduire. Ce sont les taux de participation qui le montrent. Hein. C'est sans doute regrettable, bien évidemment. Il y a quelques pays qui font exception, mais je ne saurais pas dire pourquoi. La Hongrie, l'Irlande, le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, je saurais dire pourquoi, c'est parce qu'il partait très bas, donc forcément, il pouvait que communiquer. La Suède aussi, qui historiquement. Alors,
peut-être pour se consoler, on peut quand même aussi constater que partout en Europe, on développe d'autres mécanismes de participation des citoyens que la seule élection. On va retrouver le mécanisme référendaire et parfois les référendums d'initiative populaire dans certains États européens. Au niveau des contrôles, les contrôles des collectivités sur les collectivités sont normalement exercés par les États, par l'État. Alors, dans les États fédéraux, ce sont généralement les États fédérés qui exercent les contrôles, l'une des attributions des États fédérés. Et si je prends l'exemple espagnol, les communautés autonomes vont aussi contrôler les collectivités locales qui sont sur leur territoire. Ces contrôles ont tendance à se restreindre. D'abord, ce sont de simples contrôles de légalité, donc on ne vérifie que la légalité des actes des collectivités, on ne va pas contrôler l'opportunité de ces actes. Et puis, ils se restreignent aussi parce que qualitativement, les moyens accordés au contrôle, ce qu'on connaît bien en France, c'est valable dans tous les États européens, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'indulgence dans la manière d'exercer ces contrôles, qui, si on veut le voir positivement, ne fait que renforcer le principe de liberté d'une collectivité locale, mais ça c'est une vision très positive et optimiste de cette situation. Enfin, dernier point commun, c'est l'impact de la décentralisation sur la politique nationale, l'impact de la décentralisation et de la démocratie locale sur la politique nationale. Alors là aussi, c'est très variable d'un État à l'autre. Vous avez parfois un vrai impact direct, une sorte quasiment une fusion. C'est le cas de la France, mais encore une fois, c'est le fait du cumul des mandats. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau local a une influence directe sur ce qui se joue au niveau national, au niveau parlementaire, au niveau de l'exécutif. C'est le cas extrême, c'est le cas français. Mais à l'inverse, on va avoir des États où il y a une stricte séparation, pas forcément imposée par le droit, mais une stricte séparation qui peut être culturelle, historique, dans les pratiques, une stricte séparation entre ce qui se fait au niveau local, les mandats locaux, et ce qui va se porter devant le Parlement national en termes de débat. Donc les enjeux locaux lors des élections n'intègrent aucun élément national, et inversement, les enjeux nationaux au moment des élections nationales n'intègrent aucun enjeu local aussi. Le cumul des mandats est parfois exclu, mais on va le retrouver aussi de manière atténuée dans certains États. Par exemple, en Allemagne, on retrouve aussi sous une autre forme atténuée, mais on retrouve aussi du cumul. Alors, pour conclure, parce que je vois que je suis dans les temps, mais il ne faut pas que je m'appesantisse davantage. En guise de conclusion, vous voyez, je pense qu'on peut conclure à une tendance au rapprochement, comme on pourrait le faire pour n'importe quel sujet, du fait aussi d'une meilleure connaissance de ce qui se fait chez nos voisins européens. Rapprochement aussi parce que les textes européens, les politiques européennes incitent à ces rapprochements, incitent à avoir des pratiques qui se rapprochent ou des pratiques qui sont communes. Mais certainement pas uniformisation, ça n'aurait pas de sens d'imaginer que l'Union européenne impose ou que les États eux-mêmes s'imposent une organisation uniforme. Ça n'aurait aucun sens, ce ne serait pas viable. L'organisation territoriale de chaque État dépend de son histoire, de sa géographie, de sa culture, d'un choix politique à un moment. J'ai regardé, à aucun moment l'Union européenne n'a entendu se préoccuper de cette question-là. Dans une structure fédérale, alors on pourra parler des heures sur la nature fédérale de l'Union, mais dans une structure fédérale, il y a un principe d'autonomie institutionnelle qui fait que les États fédérés sont libres de s'organiser comme ils l'entendent, et l'Union européenne, de ce côté-là, respecte ce principe d'autonomie institutionnelle. Ceci étant, en deuxième temps, il y a bien un impact indirect, mais réel, du droit européen et des politiques européennes, surtout au niveau des principes généraux. C'est une philosophie commune de la décentralisation, de l'autonomie locale, des libertés locales, plus que dans les modalités pratiques d'organisation. Et je conclus sur ce point parce que je sais que c'est un point qui soulève généralement le débat.
il y a toujours cette idée, encore une fois, qui revient toujours dans les discours politiques. J'ai entendu cet après-midi Jean-Pierre Raffarin qui disait qu'il fallait diviser par 2 le nombre de régions en France et passer des 26, 27 régions à 10 à 12 régions. Et parce qu'elles seraient enfin de taille européenne. Enfin voilà, c'est un argument. Mais je ne vois pas en quoi 10 régions françaises seraient davantage de taille européenne que les 22 régions françaises métropolitaines actuelles. Cette taille européenne, j'arrive pas à vraiment l'évaluer et à la mesurer. Donc attention à ça. L'Europe des régions, si on veut lui donner un sens, c'est une réalité, c'est aujourd'hui, cette réalité, elle passe par ce que fait le comité des régions, qui est loin d'être négligeable, le comité des régions qui rend des avis très argumentés et qui sont généralement suivis, mais le comité des régions qui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ne représente pas que les régions, mais qui défend toutes les collectivités territoriales présentes au sein de l'Union européenne. Voilà, j'en reste là et je donne la parole à la salle. Merci. Sur la première question qui est la plus difficile, mais j'en ai tout de suite une, c'est bien. Vous pouvez allumer peut-être. Ah oui, merci. Merci beaucoup pour cette conférence. Le mouvement de la décentralisation, poussé à son maximum, ça peut être comme dans le cas de la Catalogne, la volonté d'en sortir et de créer son État. Et j'ai l'impression que, j'ai cru lire que l'Union européenne allait mettre des bâtons dans les roues à la Catalogne pour aller là-dessus. Donc il y a quelque part un paradoxe de cette Europe qui dit libre administration des territoires et de l'autre qui... bon, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. En fait, quand on dit l'Union européenne, c'est qui? Et ceux qui vont mettre les bâtons dans les roues à une telle démarche, c'est le Conseil européen, ce sont les États membres de l'Union qui ne veulent pas laisser ouvrir la porte à ce genre d'éclatement, parce que si demain c'est la Catalogne, après-demain c'est la Belgique, après-demain c'est la Corse, on peut prendre un certain nombre d'autonomies locales qui pourraient être inspirées. Donc c'est du côté des États que ça bloque. Et donc l'Union européenne, quand vous dites elle est réticente, c'est les États membres qui sont réticents. Je ne suis pas convaincu. On ne rentre pas comme ça. Hein. On sort pas et on rentre pas. En plus, mais je pense qu'il y a un refus idéologique effectivement d'augmenter le nombre d'États par voie de dissociation. Mais il y a un refus idéologique des États qui composent l'Union. L'Union en tant que telle, je ne vais pas dire qu'elle n'existe pas parce que c'est pas l'objet, mais il faut bien savoir qui parle au nom de l'Union ici quand vous parlez de réticence. Je ne suis pas convaincu. Si on demandait qu'à la Commission, voire au Parlement peut-être, à mon avis la réticence serait plus nuancée, peut-être moins forte. Donc bon, ça c'est ma réponse, hein, mais je pense que c'est vraiment la valeur d'exemple qu'aurait cet éclatement de l'Espagne qui effraie les autres États membres de l'Union. En tout cas, dans le droit européen, rien n'interdit vous dites c'est politique, c'est pas juridique. Oui, parce qu'après, on naîtrait un nouvel État qui demanderait son adhésion à l'Union. Oui, parce que... Voilà, donc on serait dans une démarche d'adhésion. Oui. La question juridique, elle reste quand même. Hein. C'est d'abord l'Espagne qui refuserait le départ d'une partie de son territoire, mais si la Catalogne devient elle devient hors de l'Union européenne. Et pour entrer dans l'Union européenne, la Catalogne devrait candidater à l'Union européenne. Elle ne serait pas acceptée à l'Union européenne dans la mesure où l'Espagne aurait vu une partie de son territoire partir. On a vu un phénomène de changement du territoire de certains États. C'est l'Allemagne. Lorsqu'il y a eu la réunification de l'Allemagne, on a accepté en quelque sorte que ce soit une composante de l'Allemagne historique, et sans en faire un problème d'adhésion de cet État, qui n'était plus un État d'ailleurs. Mais concernant la Catalogne, on aurait le même phénomène avec l'Écosse. Hein. Si l'Écosse souhaite quitter, et ce que souhaite d'ailleurs apparemment M. Cameron, d'avoir un référendum comme l'Écosse quitte la Grande-Bretagne, quittera la Grande-Bretagne, quittera l'Europe aussi. L'Union européenne aussi. Et c'est comme nouvel État qu'elle posera sa candidature pour entrer dans l'Union européenne.
Bon courage pour les Écossais et pour les Catalans. Alors, ceci étant, les Catalans, avec la crise, sont beaucoup moins Maintenant, oui. Nettement. Enthousiastes à l'idée de faire sécession. Moi, ça me paraît poser un problème plus politique général que juridique. Oui. Et c'est vrai que par rapport aux objectifs de l'Europe sur un continent de paix, etc., moi, le retrait, chacun a le droit de défendre son identité par un couffin, mais si je prends l'Italie que je connais bien, ça veut dire qu'on soutient la Ligue du Nord, la Padanie, avec tout ce que ça veut dire comme repli communautaire, et qui est, de mon point de vue, moi, d'Européen, qui ne veut pas gommer les différences, mais faire en sorte que ça se passe bien, n'est pas un progrès. Ceux qui disent fiers d'être machin, ça me chauffe d'une manière incroyable. Ne vous chauffez pas trop, hein. Non, mais c'est pas on ça. est paisible ici. Le gars, il dit, je suis fier d'être catalan. Mais si les Catalans, c'est pas de sa faute. Il y est pour rien. Qu'il soit content de l'être, qu'il réclame un certain nombre de droits, ensuite, c'est pour ça que moi, par rapport à l'Europe des régions, effectivement, si on arrive à ce type de situation, pour moi, c'est pas un progrès. Si on arrive à une gestion plus proche des citoyens locaux, avec le sentiment que ce n'est pas des décisions qui tombent, comme on dit, de la Commission, oui, mais si on arrive à pour moi, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès pour l'Europe des régions non plus, parce que c'est la multiplication des États membres, des États, avant même qu'ils soient membres. C'est pas la multiplication des régions. Oui, une question de Véotien, excusez-moi. Vous avez parlé dans la partie 3 de démocratie locale. J'étais un peu frustré, parce que peut-être au niveau juridique, il n'y a pas de solution. Vous avez parlé effectivement de la possibilité d'initiative de référendum populaire, etc. Donc ça se réfère au niveau des individus. Maintenant, plus de la démocratie dite participative, c'est-à-dire la société civile, quelquefois, elle n'est pas atomisée en individus, elle s'organise en associations, en regroupements, etc. Est-ce qu'on peut, du point de vue juridique, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dedans? Et puis mon deuxième point, qui est un peu différent, c'est en ce qui concerne l'aménagement. Vous n'avez pas parlé d'aménagement du territoire européen. Et je pense que cette dimension-là, si je prends la dimension, par exemple, dont je suis un peu plus proche de la recherche et de l'innovation, l'aménagement du territoire est très mal distribué par rapport à ça. Certains parlent par exemple d'une banane bleue qui va de Francfort jusqu'à Zurich, etc. Enfin bon, bref. Voilà, c'est un peu ces deux questions, la démocratie participative dans les démocraties locales, et puis le point de l'aménagement européen du territoire européen. Alors, c'est deux questions très différentes. Sur la première question, la démocratie participative inclut la société civile comme comment dire, regroupement collectif d'individus, mais ne la reconnaît pas en tant que telle. Et on est dans un modèle de démocratie qui reste un des modèles de démocratie représentative, donc on admet à la marge des outils de démocratie participative. Mais la société civile, c'est intéressant de voir, par exemple, je vais prendre le cas français, que je connais quand même mieux sur cette question de la société civile. Les seuls niveaux locaux où on trouve des organes de représentation de la société civile en tant que telle, c'est le niveau intercommunal. Un peu la région aussi, mais avec le Conseil économique et le Comité économique et social régional et environnemental régional. Mais sinon, c'est le niveau intercommunal. Donc des niveaux qui sont régions et interco, qui sont plutôt dotés de compétences techniques, qui ne sont pas proches des citoyens électeurs, et donc qui vont compenser finalement cet éloignement de l'électeur par ce biais-là. Mais les niveaux plus traditionnels, donc dans le cas français, communes et départements, restent sur un modèle représentatif classique,
Prenez l'exemple du référendum. En France, on a droit, le référendum d'initiative populaire, il n'existe pas en tant que tel. Hein. Les électeurs peuvent, à un certain nombre de signatures, demander l'examen par l'Assemblée locale, l'inscription par l'Assemblée locale d'une question à l'ordre du jour. Et puis, l'Assemblée peut décider un référendum, mais les citoyens, les électeurs, les administrés ne peuvent pas décider eux-mêmes le référendum. Donc, il n'y a pas de référendum d'initiative locale directement. Donc ça, c'est sur la première question. Sur la deuxième question, bien sûr qu'il y a de l'aménagement du territoire au niveau européen. Tout le monde fait de l'aménagement du territoire de toute manière, et tout le monde veut en faire. La difficulté, me semble-t-il, c'est que quand l'Union européenne fait de l'aménagement du territoire, elle le fait sous forme de réseau. Et du coup, qui dit réseau, dit ignorance. Pas ignorance, comment dire oui, on ignore, mais volontairement, les frontières. C'est le principe du réseau. Donc on va ignorer les frontières nationales, mais on va aussi ignorer les frontières territoriales. Donc c'est du transport, c'est des télécommunications, c'est de la recherche, c'est de la mobilité, donc c'est du réseau. Mais du coup, ça ne se territorialise pas localement, ça se développe sur le territoire européen. À quelques exceptions près quand même, voilà, il y a la politique de cohésion. Alors vous me dites, il y a la banane bleue, mais justement, pour les territoires qui ne sont pas dans la banane bleue, ou les territoires qui sont éligibles au fonds européen, parce qu'ils sont à moins de 75% du PIB moyen par habitant, etc., eh bien, là, il y a possibilité de financement européen, en complément des financements étatiques. Il y a cet aspect-là, et il y a un autre aspect en termes d'aménagement du territoire que je n'ai pas évoqué, mais qu'on pourrait rajouter ici, et qui m'intéresse aussi en termes d'études, d'analyse, c'est tout ce qu'on appelle la coopération transfrontalière. Alors là, ça vise à ignorer les frontières étatiques, puisqu'on va pousser des collectivités de part et d'autre d'une frontière à coopérer entre elles. Mais l'Union incite vraiment à ça. Alors on voit bien pourquoi, parce qu'effectivement, on ignore la frontière étatique. Mais il me semble que c'est de l'aménagement du territoire et qui reste pour le coup local, parce qu'on redéfinit des collectivités humaines de part et d'autre d'une frontière. Et c'est pas inintéressant à observer de ce point de vue-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Vous parlez sur le micro aussi. Oui, on entend bien. Oui, plusieurs petites choses. La première, quand même, une remarque à propos des sécessions de régions. Je rappelle que dans la Constitution allemande, par exemple, la Bavière et la Saxe-Souci sont des États, d'après la Constitution, librement associés à l'Allemagne et qui peuvent faire sécession à tout moment sans théoriquement faire de vague constitutionnelle, c'est prévu. Alors je ne sais pas si dans ce système, supposé que la Bavière ou la Saxe fassent sécession, qu'elle resterait dans l'Union européenne, mais a priori, il est prévu dans la... C'est pas le cas des autres Länder qui ne peuvent pas faire sécession, mais ces deux États sont appelés Freistaaten, c'est-à-dire États libres, et ils sont librement associés à une espèce d'union libre et peuvent partir très librement, théoriquement. Après, pour l'instant, il n'y a pas question. Alors moi, cela dit, j'admire toujours les gens qui comparent les institutions, par exemple, de l'Allemagne et de la France, sans compter les autres pays, parce que vraiment, il y a des... on m'a déjà souvent interrogé là-dessus et ça me laisse extrêmement perplexe. Je rappelle d'abord qu'en France, nous comptons 36 600 communes, je crois, pour 65 millions d'habitants, et l'Allemagne en compte pour 83 millions d'habitants, et je dis pas de bêtises, 6 000, ce qui fait un rapport à peu près de... Ça, c'est pour le quantitatif. Pour ce qui est du qualitatif, les compétences des maires sont également extrêmement différentes. On sera en Allemagne, Grenoble, pardon, sera en Allemagne, que ça fait obligatoirement une seule commune de vrais pavis. Enfin, non, il ne faut pas en douter. Et il y a un mot allemand que je ne sais pas traduire en français, c'est le mot Eingemeindung, qui veut dire en communalisation, enfin, je ne sais pas comment dire, si on traduit mot à mot, c'est le fait de rattacher, je dirais d'office, une commune à un grand groupe urbain,
hein, et à peu près, oui, sans trop de discussion. Et j'ai lu encore dans le journal départemental là, qu'il y avait des communes de 12, de 18, de 20 habitants. D'un point de vue allemand, à peut-être d'autres pays, c'est absolument exotique. Hein, totalement exotique. Maintenant, mais la France est exotique. Hein. La France est un pays exotique. Oui. On visite beaucoup tellement il est exotique. Alors, évidemment, ça c'est une chose très difficile à expliquer à l'Allemagne. Alors, autre chose, il y a un niveau qui n'est pas tellement apparu dans l'exposé de ce soir, c'est qu'il y a des compétences qui relèvent du domaine public, par exemple en France, et qui échappent au public dans d'autres pays, par exemple en Allemagne. Oui. En Allemagne, les écoles maternelles, quelques rares fois relèvent des communes, mais rares fois. Bon, l'ancienne Allemagne de l'Est, c'est encore un autre cas. Mais dans le général, ça relève soit du privé, soit des églises, hein, et ça échappe donc complètement à la comptabilité publique. C'est tout aussi vrai pour les hôpitaux, sauf quelques CHU, on est en France, oui, sauf quelques CHU, mais la plupart des hôpitaux allemands sont administrés par les églises, par des diaconies, comme on dit, et ça échappe également à la comptabilité publique, et les maires ou les régions n'ont pas grand-chose à dire, si à titre de subvention, par exemple. Alors, il faut toujours établir ces différences de niveau qui ne sont pas forcément, qui apparaissent pas forcément dans les comparaisons comptables. C'est extraordinairement difficile. Et puis, je voudrais dire une toute petite chose. On a parlé de coopération transfrontalière. Il y en a une que je connais bien et qui marche bien d'ailleurs, et qui déborde même de l'Union européenne, puisqu'elle déborde sur la Suisse, qui est un peu pas portée. Il y a une coopération culturelle très poussée entre l'Alsace, le Bade-Wurtemberg et le canton de Bâle, qui jusqu'à nous là, partie de l'Union européenne, et qui ont mis d'énormes moyens culturels en commun, hein, qui ont mis dans un même pot un tas de trucs et ça marche bien. Non, vous avez raison de ramener à des précautions méthodologiques que j'aurais dû exprimer initialement. Ceci étant, alors si je prends... Alors, deux remarques par rapport à ce que vous avez dit, mais avec lesquelles je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais deux éléments de complément. D'abord, l'Allemagne, si elle connaît aujourd'hui, je crois que c'est 8000 communes, mais qu'importe, si elle connaît un nombre de communes beaucoup plus réduit que le nôtre, c'est parce qu'elle l'a diminué en 1971, la même année que nous. L'Allemagne a réussi ce que nous, on n'a pas réussi à faire. D'où l'intérêt là de la comparaison, c'est de voir que les Allemands ont réussi là où on a échoué. Ils ont divisé par 3 le nombre de communes en 1971. Donc, avant 1971, il y avait quand même des communautés d'habitants qui étaient comparables aux nôtres. Sauf que nous, on a gardé la structure juridique, institutionnelle, alors qu'eux ont réussi à le faire. Premier élément. Deuxième élément, si on pense que sur ce plan-là, l'Allemagne est un modèle intéressant à suivre. J'avais dit ça. Non, mais j'ai pas dit que vous l'aviez dit. Mais si on pense que l'Allemagne est un modèle intéressant à suivre sur ce plan-là, je pense qu'on est en train de commencer à le suivre. Regardez ce qui se passe à Marseille, regardez ce qui se passe à Lyon. Aix-en-Provence n'a aucune envie de se marier avec Marseille dans une agglomération. Et le législateur lui impose. Parce qu'on impose ce qui ne se fait pas naturellement. Ce que les Allemands ont fait il y a 40 ans, mais nous on le fait 40 ans après, mais on y vient aussi. Donc si on pense et moi je pense qu'au niveau urbain, la commune n'a plus de sens, il faut que le législateur l'impose. Mais sans doute, encore une fois, là, le cumul des mandats explique un certain nombre de choses. Il nous faut 40 ans pour faire ce que les autres ont fait 40 ans plus tôt. Ça, c'est donc premier élément pour aller dans votre sens. J'avais un deuxième élément, mais je l'ai un petit peu oublié, mais il va me revenir, je pense. On parlait du niveau privé aussi. Là. Oui, la répartition de compétences. Alors, je l'ai dit, je suis allé vraiment vite là sur la question du management, de la gestion des services publics, mais au-delà. Juste une remarque, mais encore une fois, pour aller dans votre sens, il n'y a pas que les États qui se décentralisent, vous avez tout à fait raison. Les églises, les églises sont décentralisées depuis longtemps. Le principe de subsidiarité, on enseigne toujours qu'il a aussi une inspiration, une connotation religieuse initialement. Et c'est vrai que la subsidiarité, la décentralisation, les églises et même des organisations privées connaissent aussi ce mode d'organisation. Donc,
Le fait que l'enseignement soit pris en charge par une église, effectivement, enlève le caractère public à la prise en charge, tout à fait d'accord, mais n'enlève rien au caractère local. Ça va être, l'église peut-être au sens général, mais ça va être aussi un groupement confessionnel local qui va prendre la compétence en question. Mais vous avez tout à fait raison, c'est que j'ai vraiment été rapide sur cette question de la nature biblique des activités. Ça serait bien d'évoquer un peu la question de la coopération décentralisée aussi, hein, tout à l'heure. C'est pas coopération décentralisée, c'est tout ce qui est en ce moment l'acte 3, la décentralisation qui est en train d'être en place. Le volet métropole a un volet européen avec par exemple la création des euro-régions, de ville. Le deuxième volet, c'est les régions avec normalement les régions qui viennent adopter des gestions sur les fonds européens. Finalement, elles sont établir quand même que l'ordre des régions, elle se fait quand même de fait en tant que gestionnaire, en tant qu'idée politique. C'est vrai que ça reste très compliqué, mais ne serait-ce qu'en termes de gestion ou en termes de politique publique, est-ce que là on peut dire qu'il y a une Europe des régions? Si vous voulez que je dise qu'il y a une Europe des régions, je dirais qu'il y a une Europe des régions, mais ça change quoi fondamentalement par rapport à la notion d'Europe des régions, hein? Ça change quoi que les fonds soient gérés par l'État au niveau régional ou la région au niveau régional? Ça reste géré au même niveau. Après, une comparaison difficile. Après, je trouvais que c'était, je suis d'accord avec vous, c'était une aberration, et l'Alsace de ce côté-là a été une bonne expérience, c'était une aberration que ce ne soit pas géré directement par le conseil régional. Mais si demain on réduit par 2 le nombre de régions, ce seront toujours les régions, même 2 fois plus grandes, qui géreront les fonds européens. Et est-ce qu'on aura progressé sur la voie d'une Europe des régions pour autant? Le lien n'est pas évident entre l'idée d'une Europe des régions et la simple gestion. C'est pour ça que votre intervention a commencé par les aspects gestionnaires, et c'est vrai, sur le plan gestionnaire, il y a une Europe des régions. Mais c'est à peu près tout, c'est à mon avis. Voilà, c'est technique. Et c'est parce que la Commission a besoin, pour comparer, d'avoir des cadres géographiques à peu près comparables. Oui, Catherine. Oui, je voulais justement dire, je crois qu'il y a une grande ambiguïté. En fait, tout parle d'une grande ambiguïté. La plupart du temps, quand on parle d'Europe des régions, on ne parle pas du tout de l'Europe des régions territoriales ou telles que sont organisées. C'est une idée autre, c'est une idée de l'Europe des collectivités infra-étatiques. Et donc on repense toute l'organisation de l'infra-étatique, avec tous les niveaux que vous avez signalés. Je crois que alors ça rejoint tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça peut concerner aussi bien des regroupements de grandes villes, ça peut concerner des territoires qui ont une spécificité, comme les territoires maritimes, mais qui ne sont pas forcément des régions sur le plan de l'organisation administrative et territoriale. Et d'ailleurs, toute la politique régionale de l'Union européenne n'a jamais été limitée à une aide apportée à des régions, entendues au sens circonscription territoriale. Vous aviez dans les premiers âges de la politique régionale, on avait identifié des priorités qui étaient des priorités thématiques. Quand on parlait de régions industrielles en déclin, ce n'était pas du tout des régions territoriales. On arrivait à donner de l'argent à telle ville industrielle en déclin du Royaume-Uni ou à telle ville de Lorraine. Donc je crois qu'il faut dépasser. Il faudrait dire, alors effectivement c'est une commodité de langage, hein, et c'est ce dont on parle, c'est l'Europe des collectivités infra-étatiques, hein, et qui englobe absolument tous les niveaux. Donc réfléchir à la reconfiguration de la commune, réfléchir à la reconfiguration des niveaux intermédiaires, réfléchir à la reconfiguration des niveaux immédiatement inférieurs, et qui sont ceux-là des régions entendues au sens politique et administratif du terme. Voilà, je crois que c'est ça. En réalité, on retrouve tout, mais l'Europe des régions, ça n'a jamais été l'Europe des collectivités immédiatement inférieures à l'État. Ça n'a jamais été ça. Je me permets de reprendre la parole.
excusez-moi, j'ai vécu, pour croire que c'est limité à une intervention, j'ai vécu 5 ans à l'île de la Réunion, qui était en dessous de 75% du PIB européen et qui du coup recevait énormément de fonds structurels européens. Donc je suis quelque part d'accord avec monsieur sur l'aspect gestionnaire qui a eu bon, parce que les élites réunionnaises souhaitaient vraiment défendre la canne à sucre, souhaitaient vraiment défendre différents dossiers à Bruxelles, et c'était l'échelon régional qui jouait, et quelque part ça arrimait la Réunion à l'Union européenne. En revanche, le mauvais côté de ça, c'est que l'Union européenne, dans ses fonds, ne jouait que sur un pied, ce pied justement technique, et non pas du tout sur l'aspect citoyen. Alors que l'échelon régional, pour le coup, semblait vraiment pertinent. Donc là, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'Europe, avec en plus les élections européennes qui approchent, rate vraiment quelque chose. Et il n'y a qu'à regarder les taux de participation des Réunionnais aux élections européennes pour voir que quelque part, ils étaient mauvais coucheurs, parce qu'ils auraient dû beaucoup plus s'impliquer dans les élections européennes. Ils leur donnaient beaucoup. Ils ne sont pas reconnaissants. Oui, ils ne sont pas reconnaissants. Voilà, oui, il y a peut-être un problème de communication, et c'est vrai que pour le coup, c'est le défaut du niveau régional français, ce n'est pas le cas ailleurs, mais le fait que la région est une collectivité qui reste très loin des citoyens. Et demander à des Français, en Outre-mer comme en métropole, quelles sont les compétences de la région et ce que fait la région. Ça reste. Le mode de scrutin est incompréhensible. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui font que la région reste très loin. Oui. Juste qui rejoint sur les coopérations transfrontalières. Quid de cette histoire d'euro-région comme l'euro-région Méditerranée? Oui. Est-ce que c'est qu'un symbole? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est juste une rencontre annuelle entre les présidents des régions concernées, etc. Alors, attention là aussi aux abus de langage. Il y a l'euro-région au sens réduit, au sens strict du terme, qui fonctionne. Donc c'est vraiment des coopérations transfrontalières au sein de l'Union européenne ou aux marges de l'Union européenne. Et ça existe et ça fonctionne. On est sur de la coopération transfrontalière de fonctionnement de services publics de réseau pour faciliter la vie quotidienne des habitants, ça fonctionne. Après, quand vous parlez de l'euro-région Méditerranée, on est sur une... Ah d'accord, alors vraiment là, d'accord, donc l'euro-région. Ça, par contre, je dirais pas que ça fonctionne parce que ça ne fonctionne pas encore, mais ça pourrait fonctionner à mon avis, l'euro-région de ce type. On est vraiment sur la coopération transfrontalière. Je pense que quand les ambitions sont finalement modestes, ça fonctionne bien. Et on retrouve finalement la technique de la construction européenne sur ce plan. Hein. La technique monnaie, on vise, on a des ambitions réduites et du coup on arrive à les atteindre. Oui, après, parce que je crois que vous dites sur la coopération décentralisée de manière plus générale. Oui, de manière plus générale, parce que moi, ce que je trouve, alors, je vais dans le même sens que Catherine Schneider tout à l'heure sur l'Europe des régions, qu'est-ce qu'on dit derrière et qu'est-ce que ça signifie, ça c'est vrai. En même temps, je trouve que l'Union européenne a facilité les rapprochements entre les collectivités territoriales et le Conseil de l'Europe aussi, avec toute la coopération décentralisée. Et donc, se reconfectionne en quelque sorte un autre territoire, une autre manière d'aborder les choses qui ne sont pas les choses des États. Et je crois que là, c'est la différence à faire de manière non négligeable. Enfin, il y a de grandes euro-régions, l'euro-région Sarre-Lorlux, Alpes-Méditerranée, il y en a toute une série dans toute l'Europe, comme ça, les Alpes du Sud, les Alpes du Nord, l'euro-région, la coopération des Pyrénées, enfin, ainsi de suite. C'est-à-dire que au fond, il y a un découpage du territoire en fonction de la proximité des populations, y compris la Catalogne avec les Catalans de l'autre côté, en quelque sorte, les Français, le Nord, le Sud. Bon, ils se regroupent, ils se retrouvent. Mais c'est indépendamment des États. C'est ça que je voulais. Il y a un redécoupage quelque part. Alors il est plus ou moins parfait, plus ou moins efficace, mais il y a un redécoupage. Même sans qu'il y ait de proximité géographique, je pense à ce qu'on appelait à une époque les 4 moteurs pour l'Europe, la région Rhône-Alpes, le Bade-Wurtemberg, la Catalogne et la Lombardie.
elles ne se jouxtent pas toutes les quatre et ça a fonctionné plutôt bien. Bon, après, pour des raisons politiques, ça a un petit peu capoté, mais ça a marché. Donc, enfin, c'est ce qui est séduisant dans l'idée d'Europe des régions, c'est qu'on arrive à construire une Europe en se passant des États. Sauf qu'à mon avis, c'est séduisant, mais irréaliste, parce qu'on ne pourra pas construire une Europe en se passant des États. Mais c'est ça qui est séduisant, c'est-à-dire on peut surmonter les résistances des États. Et on peut dialoguer plus aisément si on est une collectivité territoriale qu'un État. Oui. Les rapprochements, s'ils ont les mêmes compétences, souvent les mêmes préoccupations, donc ils dialoguent peut-être plus aisément que les États qui ont parfois du mal à se comprendre. Les travaux du comité des régions sont des travaux intéressants, hein, mais dans cette Europe décentralisée, bien sûr. Mais sur la question, je vous réponds après, mais sur la question de la gestion des fonds européens, c'est très révélateur que la France conserve une gestion étatique, régionalisée certes, mais par les préfets de région. Des fonds, c'est une sorte de méfiance, l'idée que les régions ne peuvent pas... Alors c'est vrai qu'il y a eu des exemples aussi, je pense à la Corse, mais il y a l'idée que les régions, il ne faut pas les laisser gérer elles-mêmes ces fonds. Bon, il y a la question des dérives financières, mais il y a aussi l'idée que non, l'État a toujours son mot à dire parce que c'est des fonds européens. Sur ce registre-là, ça ne pourra pas ennuyer les personnes qui sont là, mais quand on regarde le processus de décision de la gestion des fonds structurels et le rôle de l'État, le rôle de la data, enfin le rôle des instances nationales en la matière, c'est tout à fait fascinant. Et de dire, ça serait bien que les régions s'en occupent, mais l'État, même en changeant de couleur politique, l'État d'aujourd'hui dit, il ne faut surtout pas donner ses compétences aux régions, parce que de toute façon, on va les perdre s'il y a des élections qui changent après au niveau des régions. Mais l'État veut maîtriser, on a un État unitaire, centralisé, qui veut maîtriser l'usage des fonds structurels sur son propre territoire, alors qu'on pourrait avoir quelque chose de plus souple, dans une relation plus directe avec l'Union européenne. Et c'est la même chose, mais après, je vous promets que je vous réponds après, mais c'est la même chose pour la coopération décentralisée. L'État entend garder un œil sur ce que font les collectivités territoriales en matière de coopération décentralisée et transfrontalière. Donc, il y a encore une commission nationale de la coopération décentralisée, présidée par le Premier ministre. Voilà, comme si la collectivité allait, en traitant directement avec une autre collectivité, comploter contre l'État. Bon, je ne trouve pas que ce soit dans ces objectifs. Je me tais. En fait, vous m'avez enlevé mon intervention parce que c'est exactement ce sur quoi je insistais, à savoir ce problème de coopération régionale entre États, enfin, entre régionaux d'États différents. En fait. Pour prolonger, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question suivante, à savoir est-ce que l'Europe, enfin l'Union européenne, ses instances n'auraient pas à essayer, malgré les réticences de certains États, à développer ces coopérations intra-étatiques régionales de manière à développer notre idée de l'Europe, parce qu'elle passerait directement par le niveau local et régional au lieu d'être une coopération purement nationale. Si, je pense que tout le monde y a intérêt, sauf les États. Et cette réserve, elle n'est pas... Les États unitaires est très centralisé à la mode française, parce que d'autres États ont moins de réticence. Et notamment, puisqu'on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, c'est vrai que les Länder ont accompagné le processus de construction européenne comme aucune autre collectivité, quitte à assimiler les Länder à des régions pour le coup. Les Länder ont vraiment accompagné le phénomène. Aller au Parlement européen, devant le Parlement européen à Bruxelles, il y a la représentation de la Bavière et ça se voit, et c'est physiquement visible. Oui. Oui, moi je voulais poser une question. Non, mais pardon. il y a un ordre de questions. J'ai pas vu. Oh, c'est pas très grave ça. Non, c'est pas moi. Ah bon, ben alors c'est bien. J'avais deux questions. Ah oui, d'accord, pardon. Ça marche toujours pas le micro. Ça se coupe. Ouais. Donc, sur la Belgique, est-ce qu'avec les velléités de la Wallonie de se rattacher à la France, est-ce que c'est-à-dire la Flandre d'éjecter la Wallonie de la Belgique, donc les Wallons pourraient être attachés à la France, est-ce que c'est du domaine possible? Est-ce que
Et puis, deuxième question, c'est sur la participation. Vous avez dit dans les collectivités locales, il y avait la participation aux élections diminuée un peu partout. Est-ce qu'il y a par ailleurs des conférences citoyennes, d'autres alternatives je dirais, pour augmenter la participation des citoyens en dehors du vote dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a des expériences de ce type-là, de démarche participative citoyenne? Alors, sur le premier point, d'abord, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Wallonie veuille rejoindre la France. Il y a une partie des habitants de la province du Hainaut qui, effectivement, en étant sondés une fois par des instituts dont on peut aussi peut-être prendre quelques précautions, a dit que s'ils avaient le choix, ils demanderaient le rattachement à la France. Et voilà, de là à extrapoler sur le fait que toute la Wallonie rejoigne la France, je pense qu'on en est loin. Alors c'est du domaine du possible, oui, tout est possible, mais j'y crois pas directement. La chose qui est possible pour la Belgique, c'est qu'elle, éventuellement, si on va avoir vraiment une vision sombre, qu'elle éclate en deux États, mais avant même d'aller jusque-là, au moins et c'est un peu le cas déjà aujourd'hui, hein, la Belgique, qu'elle devienne une confédération un peu vidée de sa substance, sans plus aucune compétence, qu'elle subsiste en tant qu'État d'un point de vue formel, mais que de fait ce soit l'association de deux grandes régions, la Flandre et la Wallonie. Mais aller jusqu'au rattachement à la France, je ne crois pas que... Bon, enfin, ça c'est les journalistes et voilà, on aime bien se faire un peu peur ou plaisir en la matière. Sur la deuxième question, j'ai malheureusement pas beaucoup d'éléments pour vous donner une réponse argumentée. J'imagine que oui, mais j'ai pas d'éléments précis, d'expérience précise. Fondamentalement, je pense pas que la France soit à la pointe en la matière, pour dire les choses un peu délicatement. Donc j'imagine que d'autres États font beaucoup mieux que nous, mais j'ai pas trop d'éléments. Ils font mieux que nous en termes d'outils de démocratie participative. Après, sur les questions d'initiative, voilà. Mais sur les questions de conférences citoyennes, de pratiques citoyennes un peu alternatives, j'ai pas travaillé cette question, donc je pourrais pas vous en dire plus. Désolé. Micro décision. Je vais prendre la parole sans le faire hurler, ce micro-là. Oui, moi c'était pour dire que je trouve quand même très tendancieux le fait de parler d'un État centralisé. La France, effectivement, est un pays uni, mais c'est son histoire qui veut ça. On peut dire aussi que c'est une nation unie, c'est une façon plus positive de dire les choses quand même. C'est un peuple français qui se sent français. Les sondages montrent qu'il se sent bien plus français qu'européen et que l'idée de l'Union européenne ne fait que baisser dans l'opinion française comme celle d'autres pays. Donc à partir du moment où on dit, où on semble regretter cela et souhaiter autre chose ou un modèle ou des regroupements de territoires, ça veut dire très clairement qu'on souhaite faire les choses contre la vie des peuples. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et c'est à peu près ce qui se passe, c'est la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le référendum qui a eu lieu en Alsace, dont il n'a pas été question, alors que c'est un événement majeur quand même, parce qu'il était observé par beaucoup de régions, notamment en Rhône-Alpes. C'était des choses en Rhône-Alpes et ailleurs. Il y a plein de régions qui se disaient qu'est-ce qui va se passer à ce référendum, et en fonction des résultats, on verra dans quelle direction on part. Et donc il y a eu un non pour diverses raisons, sur lesquelles je ne reviens pas. Mais la réaction immédiate, ça a été de changer la loi pour faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin de référendum pour regrouper 2 départements. Donc ça, il faut quand même s'interroger sur la façon dont se passe la réorganisation des territoires. Voilà. Et moi, je pense qu'actuellement, c'est clairement non pas au service de la démocratie, comme semble le sous-tendre l'exposé et un certain nombre de discours sur la décentralisation, mais se fait clairement au détriment de la démocratie. Oui, enfin... La loi a été changée en juin. Il n'y a plus besoin de référendum pour regrouper 2 départements. Pour les intercommunalités et pas pour les départements. Si, pour les départements. Le référendum qui a eu lieu... ça va pas sur le bulletin. Non, il n'y aura plus de référendum, comme il y a eu ce printemps, sur le regroupement du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Il n'y a plus besoin de référendum. C'est dans le projet de loi, effectivement, mais qui n'est pas encore adopté.
peut-être qu'il sera adopté. Mais j'entends votre point de vue, oui, tout à fait. Non, je peux pas répondre à ça. D'accord. Non, je voulais poser plusieurs questions. C'est d'abord une demande pas de précision, mais voir si j'ai bien compris. C'est que vous avez présenté un tableau qui était très intéressant sur la part des dépenses publiques locales par rapport au PIB. Et donc c'était 33% en Danemark, 11% en France, 7-8% en Allemagne. Et donc par rapport au PIB, c'est énorme parce que je crois, je ne sais plus, en allemand du Staatsquote, la part maximum de prélèvement public, c'est de l'ordre de 50%. Donc c'est au Danemark, c'est par exemple vraiment plus de la moitié des recettes, c'est les 2/3 des recettes de l'État. Je pense qu'il doit y avoir une part de prélèvement public comparable à la France qui partent au niveau du local. Alors ce qu'on appelle le local en France, c'était les régions, ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous appelez le local en Allemagne? C'est pas les Länder? Non, non. C'est pour ça que dans le classement, l'Allemagne se trouve dans le bas du classement. Dans tous les systèmes fédéraux, on part du principe que les États fédérés ne sont pas des collectivités. Ce sont des États. C'est pour ça que vous avez dit la police. Ils ont des compétences régaliennes. Voilà. Exactement. Donc le land est considéré. Donc les 11%, ce sont des communes. Voilà. Et puis même pas les régions, même pas les districts, même pas les Si, mais oui. C'est la façon dont le land est découpé. En plus, ça va dépendre d'un land à l'autre, effectivement. On dira que ça dépend de que ce soit la question de le tiers, par exemple. C'est ça. Ça va dépendre des lenders. Des lenders, voilà. Donc ce sera étatique. Donc c'est vraiment les communes qui représentent ces 8%. Il ne faut plus que les communes. D'accord. Alors la deuxième chose que j'ai entendue de votre exposé, c'est moi je lis la presse, je suis pas près, et j'avais l'impression que le département était en train d'être enterré en France. Je crois que ça remontait bien plus au-delà, mais moi j'en ai pris conscience au moment le rapport à Tallinn. Oui. Et je suis pas sûr de ce que je t'avance. Et en fait, quand on vous écoute, là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est pas une position. Objectivement, non, c'est pas le cas. Moi, quand j'ai commencé mes études, il y a 20 ans déjà. Voilà, il y a 20 ans, on tenait déjà ce discours-là, et sur le fait que le département était condamné, etc. Dans toutes les réformes territoriales en France, le département a toujours tiré son épingle du jeu. Toujours. Et sauvé sa peau. Et même mieux que les autres collectivités territoriales. Parce que les élus départementaux sont particulièrement bien structurés et bien représentés, bien défendus au Parlement. Voilà. Sa justification. Alors la question que vous posez liée à ça, c'est est-ce qu'en France, ça c'est un argumentaire qu'on entend par exemple pour le département ou pour de plus grosses régions, est-ce que la France dépense beaucoup d'argent, plus que les autres pays, il faut comparer ce qui est comparable, pour son administration par exemple, pour son organisation politique avec ses grand nombre de communes, ça fait beaucoup de secrétaires généraux de communes, j'imagine, et de secrétaires tout court dans les communes. Des conseils généraux, des publications avec beaucoup de photos du conseil général, etc. Est-ce que la France, est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, je peux reprendre le tableau que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait que quand on disait que le Danemark, les dépenses publiques locales au Danemark représentaient 33% du PIB. Si je compare la France, c'est qu'à 11%. Après, vous allez me dire, est-ce que c'est des dépenses d'investissement, de fonctionnement et qu'est-ce qui relève de frais structure? Donc là, j'ai pas le détail. Mais pour vous répondre, parce qu'il me semble que cette critique, on l'entend aussi beaucoup sur l'intercommunalité. Le fait que l'intercommunalité, ça coûte très cher. Et que ce qui était présenté au départ comme étant une source d'économie d'échelle, dans les faits, ça coûte plus cher. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas une intercommunalité, enfin, très peu. Ça commence à se voir, mais c'est encore marginal. Il y a très peu d'intercommunalités qui finalement se sont substituées ou ont absorbé du personnel issu des communes. Ça commence à se voir, il y a des mutualisations de personnel et de services, mais il a fallu du temps, et ça reste marginal. Mais à la défense des intercommunalités, je suis très critique sur les intercommunalités, mais quand même à leur défense, pourquoi ça coûte cher? Parce qu'en fait, elles ont pris en charge des compétences qui, auparavant, n'étaient pas assumées par les communes.
On nous a toujours présenté l'intercommunalité comme un moyen pour les communes de faire des économies d'échelle et de se regrouper pour exercer ensemble des compétences. Ce qui laisse à penser que l'interco ne va exercer que des compétences jusqu'ici exercées par les communes. Mais c'est fou. Reprenez n'importe quelle intercommunalité depuis qu'elle existe, elle a développé des compétences qu'aucune ou très peu de communes développaient auparavant. Donc forcément, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de services rendus à la population. Après, on arrive à un moment où, on le voit bien aujourd'hui en termes de crise financière et de crise des finances publiques, où c'est peut-être plus tenable et du coup, il faut renoncer à la prestation, à certaines prestations offertes ou certains services offerts. Mais le fait est que les intercommunalités, c'est plus une valeur ajoutée qu'une économie d'échelle. Alors ça, c'est sur vraiment l'aspect commune-intercommunalité. Est-ce que les collectivités françaises coûtent plus cher que les collectivités allemandes, italiennes on peut dire que dès lors qu'il y a plus de niveaux d'administration, elles coûtent plus cher, oui. Le fait qu'il y ait 36 000 communes alors qu'en Allemagne il n'y en a que 8 000, oui, ça coûte plus cher, oui, c'est vrai. Mais c'est un argument qui avait été invoqué lors de la précédente réforme, donc la réforme sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la réforme territoriale, avec l'histoire du conseil territorial. Vous vous rappelez de cette création par la loi de 2010, en disant le conseil territorial c'est bien parce que c'est la fusion en une seule personne de deux mandats, le conseil général et le conseil régional, et du coup on réduit de fait. Matériellement, on réduit les indemnités versées, on réduit les frais, on réduit le nombre de conseillers, d'élus. Sauf qu'on avait démontré très vite que ce conseiller territorial, il allait siéger tantôt à la région, tantôt au département, que du coup il y aurait des gros frais de déplacement, qu'il fallait reconstruire les hémicycles parce qu'ils n'étaient pas assez gros au niveau régional, enfin bref. Et du coup le bilan financier de la réforme, tel qu'il avait été calculé, était nul. Alors peut-être qu'à terme, il y aurait eu un gain, mais dans les premiers temps, il était totalement nul. Donc, si on supprime, je reprends la question du département, supprimons demain le département. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, on supprime le conseil général. Mais il faudra bien que les compétences exercées par le conseil général soient exercées par d'autres. Vous ne pouvez pas demain supprimer le RSA, et ne plus entretenir les routes nationales et départementales et fermer les collèges. C'est pas possible. Donc d'autres vont le faire. Et pour cela il faudra aussi du personnel. Alors on peut avoir des petites économies d'échelle à la marge, c'est vrai, mais globalement c'est les compétences qui coûtent, c'est pas les structures. Après bien sûr qu'il y a des élus qui abusent, bien sûr que voilà, bon, d'accord, mais ça reste marginal, je pense. Oui. Mais la démocratie ça coûte cher, c'est vrai, et donc la démocratie locale aussi. Oui. Ouais. Non. Oui. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que la coopération transfrontalière, quand ça marche bien, ça peut contribuer à résoudre très fortement des conflits frontaliers, car il subsiste des conflits frontaliers en Europe. Et je vois l'exemple assez caractéristique pour moi du Tyrol du Sud, enfin, c'est comme ça que les Autrichiens appellent, et les Italiens appellent Alto Adige, c'est le Haut Adige. Et si vraiment il y a une province dont les Autrichiens n'ont pas digéré la perte, c'est bien le Tyrol du Sud, qui est quand même de dialecté tyrolien, allemand tyrolien. Ils ont digéré la perte de la Hongrie, de la Bohème, de tout ça sans trop de problème. Alors le Tyrol du Sud, ça reste une pomme de discorde entre l'Italie et l'Autriche. Mais quand même, le problème a été considérablement, non pas réglé, mais je dirais adouci, il y a combien maintenant, une vingtaine d'années, au niveau scolaire. Alors je voudrais quand même rappeler que l'université de Bolzano, en allemand, est maintenant pratiquement administrée par l'université d'Innsbruck, et est dépendante des autorités universitaires à Innsbruck, et c'est à peu près la même chose d'un point de vue scolaire. Les professeurs, enfin les instituteurs sont formés à l'équivalent de l'école normale d'Innsbruck, et les inspecteurs viennent également d'Innsbruck. C'est-à-dire que pratiquement, de fait, l'Italie, le pouvoir central, a abandonné la plupart de ses compétences scolaires au Tyrol, c'est-à-dire à l'Autriche. On s'imagine que l'université de Chambéry dépend de Turin, que les professeurs de Savoie
où les instituteurs se sont formés dans le Piémont, on a du mal à s'imaginer ça en France, ben, c'est quand même ce qui se passe là-bas, et le résultat politique, c'est que le conflit frontalier, il est vraiment maintenant réduit à pas plus exclusion, on n'en parle plus, de fait. Hein, mais ça veut dire qu'il y a eu un transfert de compétences dans certains domaines. Je ne sais pas si cet exemple existe dans beaucoup d'autres endroits d'Europe. Vous avez raison de souligner que l'organisation territoriale, c'est aussi un moyen de résoudre, alors pas totalement, mais en tout cas partiellement, un moyen parmi d'autres de résoudre ce type de conflit ou de tension. Tout à l'heure, vous parliez de l'importance des nations, de l'Europe des nations et de l'identité nationale. Bien sûr, ce discours-là, on peut le tenir dans le cadre français, ça tient bien la route. On parlait tout à l'heure de la Belgique, ça commence à être déjà un peu plus délicat. Les Belges se sentent sans doute plus flamands ou wallons que belges aujourd'hui. Et dès qu'on est sur des minorités culturelles, linguistiques, et il y en a encore un certain nombre en Europe, effectivement, l'organisation territoriale est un moyen aussi de satisfaire ou de contenter, je ne sais pas comment dire, de prendre en compte en tout cas la question de ces minorités. Donc sur ce territoire-là, on a côté italien, alors bien sûr que c'est sans doute pas suffisant, mais côté italien, bien sûr il y a la coopération transfrontalière, c'est certes, mais même avant, côté italien, il y avait quand même le fait d'avoir un statut spécial pour cette région-là, qui reconnaît aussi justement, qui est doté de compétences spécifiques pour traiter la question des minorités qui est sur place. Puis on a la même chose à la frontière avec la Slovénie, voilà. Donc c'est intéressant de voir que les collectivités territoriales décentralisées, c'est aussi un moyen de gérer localement ce type de problème. Et c'est intéressant de voir que l'Union européenne découvre ça, peut-être un peu tardivement, mais elle le découvre et du coup elle l'encourage, et la coopération transfrontalière, c'est vraiment un encouragement. On va le trouver pour le Grand Genève aussi, hein, oui. dans les rapprochements avec la France. On va le trouver entre la France et la Belgique, en Wallonie pour la gestion d'un certain nombre de services de transport, de services de l'eau, enfin, de voirie, de ramassage des ordures ménagères. Il y a des... Bon, alors ça c'est plus technique, c'est vrai, mais c'est aussi un dialogue indépendamment de l'existence d'une frontière nationale, étatique, entre deux. Et je pense que quand on est frontalier, la question de l'identité nationale, elle se pose dans des termes totalement différents de quand on est effectivement bien intégré dans son territoire. Autre dernière question, non, éventuellement? Bien, mais merci beaucoup. Merci à vous.